Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons revenir sur la victoire des Knicks en finale de la NBA Cup face aux Spurs de San Antonio. On va aussi vous présenter notre sélection des matchs de Noël. Pour m'accompagner, j'accueille Charles. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, la prophétie. J'en étais sûr. Tu m'entends Charlie? Ouais. Tu devrais pas te réjouir, c'était la manière avec laquelle ça s'est fait, c'était moche. On va en parler. Garde cette énergie, on en parle tout de suite. D'abord, on va quand même parler de Kevin Garnett, qui va avoir un nouveau rôle extra-sportif au sein de la franchise des Timberwolves. Il aura bel et bien son maillot retiré lors d'une cérémonie qui va se passer dans les 2 saisons à venir, a-t-on appris. C'est Shams Charania qui nous a lancé la news dans la journée. Une décision plus que méritée pour Garnett, pour ce qu'il représente pour cette franchise, clairement. Il était en froid avec l'organisation, notamment avec l'ancien propriétaire Glenn Taylor. Et c'est lui qui refusait en fait d'avoir qu'il y ait une cérémonie organisée pour retirer son maillot. Voilà, je rappelle que Garnett, c'est 15 fois All-Star. C'est le leader all-time en points, rebonds, passes décisives, interceptions et contres des Timberwolves, de l'histoire des Timberwolves. C'est le seul Timberwolves dans l'histoire à avoir remporté le titre de MVP dans la saison 2003-2004. Cette saison-là, ils avaient également atteint les finales de conférence. Ils s'étaient fait éliminer par les Lakers de Los Angeles, bien évidemment, qui étaient à l'époque pénibles. Donc voilà, Charlie, Kevin Garnett. Je crois que c'est un joueur que tu n'aimes pas trop, toi. Si? Non? Quoi? Bon, ça dépend. Parfois, Bof. ses attitudes sur le parquet me gavaient un peu, mais bon, en même temps, c'est le genre de mec que t'aimes bien détester, et c'est le genre de Un mec personnage. qui te manque. Ouais, voilà, c'est le genre de personnage que t'aimes bien détester et qui te manque quand il est plus là. Écoute, je suis très content que cette réconciliation ait lieu. Je suis surtout très content que son numéro soit retiré. Comme tu l'as dit, la brouille, c'était avec l'ancien propriétaire, donc tant mieux, c'est une bonne chose. Et c'est mérité. De toute façon, il incarne tellement cette franchise pour moi, même si évidemment son passage à Boston était très marquant aussi. C'est quand même avant tout un Timberwolves. Ouais, il en a vécu des histoires avec les Timberwolves, qui a plutôt extrêmement mal géré sa présence dans l'effectif. Je rappelle que Kevin Garnett il est quand même rentré dans la ligue en tant que lycéen. À l'époque, c'était vraiment rarissime que ça arrive, ce genre de choses. D'ailleurs, après, il y a eu des changements de règles. C'est aussi parce que des mecs comme Garnett sont arrivés et ont commencé à taper avec des contrats absolument incroyables. Et ça a bouleversé un petit peu l'ordre établi, je me souviens, à l'époque. Et puis, il y a eu cette fameuse histoire avec Joe Smith, avec les pics qui avaient été enlevés, la suspension, tout ça de Glenn Taylor pour une saison, je crois. Ce dont les Clippers vont peut-être honorer une autre punition d'envergure comme ce qu'avaient eu les Timberwolves à l'époque. On en a parlé justement dans cette configuration-là cet été au moment des révélations sur les Clippers. Bref, j'étais content de le voir partir de Minnesota à l'époque, mais je pense que quand tu étais fan de Minnesota, tu étais absolument horrifié de voir partir ce gars-là, effectivement, et de le voir surtout mal barré. Moi, je me souviens beaucoup du début de Garnett à Minnesota parce qu'il y avait cette fameuse association avec Stephen Marbury et tout le monde pensait que c'était un duo d'avenir. Et moi, le premier, j'adorais la perspective de voir ce duo dominer à un moment ou un autre la conférence Ouest. Et puis, ça s'est jamais passé comme ça. Marbury voulait avoir son équipe. Il s'est barré. Il a fait des pieds et des mains pour partir parce qu'il supportait pas de pouvoir partager la couverture avec Kevin Garnett. Ce qui était assez drôle, en fait, quand tu vois la suite de la carrière de Stephen Marbury. Et puis, il y a eu ce fameux run avec Latrell Sprewell et Sam Cassell, notamment, qui ont bien entouré Kevin Garnett pour cette finale de conférence où ils se sont quand même bien fait plier par les Lakers, quoi. Je sais pas si tu t'en souviens. Tu t'avais regardé cette finale de conférence ou pas? Ouais, ça fait partie, je crois, des premières saisons où je suivais vraiment un peu la ligue. Et oui, j'avais regardé tout ça. Écoute, moi, j'avais trouvé ça génial. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Autre truc dont je voulais parler, les auditeurs qui écoutent le podcast depuis longtemps, je vous préviens tout de suite, c'est le moment où je radote, mais je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité. Kevin Durant, dans un podcast dont il est le producteur et où personne, clairement, n'est là pour le contrarier ni le contredire, c'est une nouvelle fois justifié de son choix de signer à Golden State à l'été 2016. Une décision qui... Alors, j'ai essayé de trouver un équivalent. À quoi ça ressemblerait aujourd'hui? Admettons, le Thunder fait
une saison en 70 wins ou 74 victoires, un record historique. Ouais, 74 victoires, admettons. Et bat les Timberwolves. J'ai pris les Timberwolves avec Anthony Edwards. Et imagine, les Wolves dominent la série, finalement se font plier par le Thunder. Anthony Edwards cafouille totalement les derniers matchs et à l'été décide de dire bon bah les gars, je vais rejoindre Cheggy Juice, Jalen Williams et Chet Holmgren et on va marcher sur la ligue. Et ben c'était un peu ça, tu vois, c'était un peu ça ce qui s'est passé à l'époque. Tout le monde criait au scandale. Pourquoi ? Parce que comme LeBron James à l'époque quand il a rejoint Dwayne Wade à Miami avec Chris Bosh, ce sont des décisions qui ont fracassé l'équilibre compétitif de la ligue sur plusieurs années. Voilà, tout le monde a perçu ça comme une manière également de s'assurer un titre à moindre effort plutôt que de surmonter l'adversité. Et KD a eu le culot de dire que son choix avait été un grand bénéfice pour le sport parce que cela forçait les autres équipes à ne rien lâcher dès la première seconde des rencontres des disputées face aux Warriors s'ils ne voulaient pas se faire pulvériser. Alors, je le savais, mais ça me fume quand même de voir qu'il ne comprendra jamais ou qu'il refuse de comprendre. Je sais pas, j'arrive plus à expliquer son déni de réalité sur ce truc-là. Mais voilà, il n'arrive pas à comprendre pourquoi sa décision était scandaleuse d'un point de vue sportif pour de nombreux fans. Je pense qu'il y en a qui ont trouvé ça tout à fait bien, normal, je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça proprement scandaleux. Et je trouve ça drôle qu'il en parle dans son podcast, entouré de Fred VanVleet et d'un autre gars qui sont littéralement ses employés, si on suit le truc du podcast, qui est créé par Boardroom, là, c'est son entité qu'il a créée avec son agent, où personne ne va le mettre en difficulté, personne va lui rappeler, mais gars, en fait, quand t'es parti à Golden State, ben, qu'est-ce que tu voulais que les autres fassent, en fait? C'était... Moi, j'ai trouvé ça triste et désolant en 2016 et encore aujourd'hui, et ça m'a agacé, Charlie. Je voulais juste te le dire. Ouais, en fait, de toute façon, ce choix de rejoindre les Warriors le condamne presque en fait à se trouver des excuses ou ce genre de justification. Moi, je pense que c'est même pas une question de ne pas se rendre compte d'à quel point ça a pu faire du mal à l'intégrité sportive, à l'équité ou quoi que ce soit. Je pense que il va certainement pas assumer le fait d'être un chasseur de bagues, surtout qu'en plus dans ce podcast, il y a quand même aussi sa place dans l'histoire de la ligue qui est évoquée. Tout à fait. On voit bien qu'il se met très très haut. Donc, donc je pense si tu veux que, en fait, je sais pas s'il a fini par se convaincre lui-même ou s'il le croit vraiment ou s'il est juste complètement hypocrite, mais c'est clair que c'est clair que voilà, c'est toujours la même chose de toute façon avec KD. Dès qu'il a un micro devant lui, ça donne des déclarations qui sont pas toujours très lucides sur sa carrière et sur ses choix et évidemment avant tout ce choix de rejoindre les Warriors. Ouais, il a l'air d'être complètement stone, surtout dans son podcast, mais Et t'as aimé oui, j'avoue qu'il a l'air complètement ouais. ah, il a l'air cramé. Je pense lui qui est amateur de weed, je pense il en a pas fumé qu'un. Mais il y a beaucoup de trucs étonnants dans ce podcast. Tu vois, ces petites Ouais, ouais, déclarations ouais. sur Curry et Lillard qui auraient ruiné le All-Star Game. Alors évidemment, Oui, c'est oui, sur oui. le ton de la Et blague. C'est sur le ton de la blague, mais bien il sait sûr, très bien en disant ça que ça va être repris partout. Enfin, ouais, ça va être titré, ouais. bah ouais, c'est bon. En fait, ce que je comprends, c'est ce que je t'ai toujours dit quand on en a discuté souvent, toi et moi, de cette situation, Bien en sûr. off et dans le podcast. C'est toujours un truc, moi, qui me fascine, ce truc-là. Et je t'ai toujours dit, moi, ce que j'aurais aimé, ou ça aurait été passable, à mon avis, c'est qu'il assume ce choix jusqu'au bout, qu'il dise, voilà, clairement, j'ai choisi la facilité en allant là-bas, C'est mais impossible. c'est là que je voulais jouer. Je voulais rejoindre les Warriors pour connaître cette dynamique collective, dans laquelle il s'est pas du tout fondu d'ailleurs. La preuve en est, c'est qu'il s'est barré au bout de 3 ans. Euh, En se prenant la tête avec Draymond Green qui, jurait craché, était son meilleur pote jusqu'alors. Et encore aujourd'hui, ils font les super buddies, alors que, bon, on sait très bien que son départ était totalement lié à ce qui s'était passé avec Draymond Green lors de cette fameuse rencontre, je crois que c'était face aux Clippers. Donc voilà, moi j'aurais préféré qu'il reste aux Warriors, qu'il continue à assumer ce truc-là et qu'il fasse cette super équipe qui joue toute sa carrière avec Stephen Curry. Et voilà quoi. Ah non, parce que ça nous aurait privé d'un beau titre des Warriors, un titre qui est inattendu. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, Bah, écoute, on refera pas l'histoire en tout cas, moi, je pense qu'il peut mais pas assumer. En fait, si tu veux, tu sous-estimes trop l'importance de la legacy pour tous ces mecs-là. Et en fait, assumer que c'est un ring chaser, c'est absolument impossible. Ça ruinerait complètement son image. C'est impossible.
En fait, j'arrive pas à comprendre comment tu peux aujourd'hui regarder Kevin Durant et LeBron James sans pointer du doigt, très sérieusement, le fait que chacun, avant d'avoir remporté leur premier titre, a décidé de mettre toutes ses chances de leur côté, de façon quand même peu commune, quoi. On avait déjà eu ça avec les Celtics. C'est l'exemple qu'on sort souvent. Ah, regardez les Rockets avec Drexler, Barkley, Olajuwon, qui n'a pas gagné. D'ailleurs, ils n'ont rien gagné du tout. Après, il y a eu cette fameuse équipe avec Garnett, Ray Allen et Paul Pierce, mais qui était largement en fin de cycle, en fin de carrière. Il y avait quelques années, quelques poignées d'années à donner, et puis c'est tout, quoi. C'était vraiment l'ultime chance pour leur carrière d'aller remporter un titre. La grande différence avec LeBron James, c'est qu'il rentrait dans son prime, qu'il était dans une équipe qui était première de la conférence Est à l'époque, Cleveland. Mais quand bien même on peut penser qu'il n'était pas bien entouré, son équipe était première. Donc, à contrario, Kevin Durant a fait encore pire, lui en rejoignant non seulement l'équipe qui l'avait éliminé en finale de conférence, mais en plus qui venait d'établir un record de 73 Ouais, victoires. ouais, c'est pire. C'est pire Je parce vais que dire, c'est fou comme décision. Moi, encore aujourd'hui, quand j'y pense, je trouve ça irréel. ah mais c'était hallucinant quand cette décision est tombée, c'était absolument hallucinant et Avec cet article là dans The Players Tribune, avec ses petits bras croisés là, je vous explique pourquoi j'ai décidé de rejoindre les Warriors. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? ouais, non mais je suis d'accord, hein. Pour moi, ça restera très clairement une tâche dans sa carrière, tout comme les Heatles, pour moi, c'est une tâche dans la carrière de LeBron. Il y en a qui ont aimé ces trucs-là, et je peux le concevoir. Je veux dire, je juge pas les gens qui pensent que c'était des bonnes choses. Il y a plein de monde qui aime avoir des équipes hyper dominatrices. Tu sais, des trucs que tu vois beaucoup au foot, il me semble. Enfin, Bah, je suis peut-être pas en assez fait, calé au foot pour parler de ça, mais oui, non mais quand c'est tu vrai, au vois des foot, ça équipes se voit comme le beaucoup Real plus. Madrid, tout Tout ça, à fait. qui font des collections pas possibles de superstars, bon, il y a cette culture-là, et je pense que quand tu regardes le foot et que tu regardes le basket, t'es pas forcément choqué par un tel truc, quoi. Mais J'ai quand même l'impression que dans le cas de KD, il y a quand même moins de gens pour le défendre de ce move-là. Autant sur LeBron, il y en a, parce que le Heat n'était pas du tout aussi dominant que ne l'étaient les Warriors que KD a rejoint. Et tout puis, à fait, tu vois, il y a complètement. quand même, il y a pas eu que LeBron qui est arrivé cette année-là, tu vois. Vraiment, Non, KD, c'était une voilà. association de superstars qui était à l'époque top 10. LeBron et Dwayne Wade, c'était top 5 NBA dans la ligue, hein, pour les joueurs actifs. Et le Bosch était un top 15 NBA à cette Voilà. époque-là. Mais KD, c'est vraiment genre, il est rentré dans le vestiaire, dans le meilleur vestiaire de la ligue, un des meilleurs Hmm, vestiaires de l'histoire, quoi. Vraiment, c'est juste ça qui s'est passé, tu vois. Il y a pas eu de, je ramène un tel, on fait comme ça, on modifie un peu, tout on à fait, ouais. s'adapte. Non, non, que dalle. Juste, le mec est arrivé, il a glissé ses pieds dans les pantoufles, là, et voilà, c'était fini, quoi. Et ce qui me fait marrer, c'est que dans le podcast, Fred Van Vliet, à un moment, souligne le fait. Enfin, il parle à un moment du fait qu'il y avait des ouvertures de partout et que les défenses adverses prenaient la flotte dans tous les sens face aux Warriors. Mais on les a tous, les images. Il suffit de regarder les images de la défense des Cavaliers en finale NBA où tu as deux joueurs qui foncent sur Stephen Curry parce que il est hors de question de le laisser shooter à 3 points. Bien Et tu as sûr. Kevin Durant qui récupère le ballon, qui se retrouve quasiment tout seul et qui va claquer un dunk tranquille, paisible, quoi. C'était ça, les Warriors. Et Et oui. c'était pas forcément drôle, quoi. Et même, en fait, même Kevin Durant, quand il gagne son titre en 2017, a dit plus tard, mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, il disait ouais, je pensais que ça aurait été autre chose comme sentiment. Je pensais que ça aurait été plus comment dirais-je, plus épanouissant, plus incroyable, plus fou comme sentiment. Et finalement, c'était pas ce que j'avais imaginé. Bah, tu m'étonnes, c'est normal. C'est peut-être la culpabilité. Mais, mais en fait, quelque part, dans le podcast, il reconnaît un peu, tu vois, parce qu'à un moment, Oui, il oui, dit, c'est vrai. tu sais, quand il m'appelle, que les mecs tournent à 120 points par match, que j'ai pas à m'inquiéter de la défense de zone, que j'ai pas à m'inquiéter des prises à deux, tu vois, il reconnaît quand même que ils lui Ouais. ont permis de bien croquer quand même, hein. Steph Curry lui a quand même permis d'être vraiment confortable sur le parquet, quoi. Ce passage où il dit ouais, au Thunder, on n'avait que des spécialistes. Oui, Des mecs qui savaient défendre mais qui savaient pas attaquer, et des mecs qui attaquaient mais qui savaient pas défendre. Et moi, j'avais trop de prises à deux, et moi, c'était trop difficile, et moi, les défenses, c'était toujours sur mon dos. Eh, mais sans déconner, mais je sais pas, est-ce que c'est pas le principe même
d'être une superstar en NBA, tu t'attendais à quoi? Bah ouais, c'est tout à Et fait ça, t'avais c'est le et principe même. t'avais Russell Westbrook. Il y avait cette équipe. Déjà, Steven Adams à l'époque, c'était un destructeur au rebond offensif. Il y avait Enes Kanter, il y avait Dion Waiters, il y avait André Robertson. Alors oui, tous avaient des qualités et des défauts, clairement. Et il y avait Serge Ibaka. Mais tu peux pas dire que c'était des chèvres. Enfin, arrête de dire n'importe quoi. Vous meniez 3-1 contre les Warriors. 3-1. Tu as le sixième match, tu mènes 3-2, tu as le sixième match à domicile. Tu es devant plus 8 à 8 minutes de la fin du match. Eh ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Sérieux? C'est fou quand même cette mauvaise foi. Ah, c'est fou, ça m'horripile. Tu vois, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est un truc, jamais de ma vie de fan, jusqu'à ce que j'arrête. Quand j'arrêterai le podcast, vous arrêterez de m'entendre me plaindre de ce truc-là, ou d'en parler tout du moins, Mais il arrêtera jamais, hein. Je vous le dis. En plus, à mais moi non l'époque, plus, il regardait beaucoup OKC, donc. voilà, je lâcherai jamais l'affaire, quoi. Je lâcherai jamais l'affaire. C'était mon équipe où je matais absolument tout, et ce mec a tout détruit, quoi, clairement. Bref, on va passer à Ramona Shelburne, qui a révélé des nouveaux détails sur le divorce entre Chris Paul et les Clippers. Ah, l'article est fou. C'est fou. Alors, en résumé, vite fait, je vais essayer de la faire courte. On découvre que le meneur de jeu punissait les titulaires avec l'équipe B à l'entraînement, qu'il a mis le coaching staff et le front office face à ces contradictions, et surtout devant le problème de culture et d'exigence au sein de la franchise. Et on voit ça pue quand même l'image de Kawhi Leonard, quoi. On parle pas, on dit rien, on met tout sous le tapis. C'est la loi du silence, manque cruel de camaraderie, pas vraiment de lien. Donc, Chris Paul, voyant ça, il décide de dire, bon, bah, je vais essayer de construire un petit peu un esprit d'équipe. Je vais organiser avec sa femme une fête pour Halloween à l'Intuit Dome. Et il n'y a qu'une poignée de joueurs qui se pointent à l'événement. Et voilà. Et tu te rends compte, en fait, que... Enfin, je ne sais pas à quel point tout est juste dans ce que dit Ramona Shelburne, mais tu as l'impression que tu as un mec qui a perçu, qui a pointé du doigt des problèmes, et que tout le monde autour de lui disait, mais arrête de faire ça, quoi. Ouais. Laisse-nous laisse-nous végéter dans notre jus, laisse-nous faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on faisait avant et ce qu'on faisait avant que tu arrives, et puis basta, quoi. Et je comprends pas pourquoi ils ont signé ce gars-là. Ils savaient très bien qui c'était. Si tu prends Chris Paul pour être une pom-pom girl et juste dire, ah, regardez, il est chez nous pour sa dernière année, une légende des Clippers, incroyable histoire. Mais Chris Paul, tout le monde sait que Chris Paul n'acceptera jamais ça. Je comprends pas. J'ai trouvé ça fou comme histoire, Charlie. Ouais, non, mais cet article, il est fou, et il y a des passages, moi, que je trouve hallucinants. Vas-y, Ah, vas-y, vas-y. Tyronn Lue qui dit à Chris Paul qu'il est trop critique envers les joueurs, après qu'il lui ait demandé de faire plus d'entraînement les jours de repos, mais c'est fou, en fait. Il faut attendre combien de temps avant de leur rentrer dans le lard, là, au pauvre chou? Parce que là, concrètement, la dernière place à l'Ouest, elle se rapproche à grands pas. C'est bon pour commencer à se dire les choses, ou c'est encore trop tôt, là? Il y a la scène dans l'avion aussi, la scène dans l'avion où il est obligé de demander à Kawhi Leonard et à Chris Dunn de valider ses dires face à Jeff Van Gundy, mais c'est lunaire, on se croirait dans une cour d'école. Et les gars confirment. Et donc, ils se retrouvent à avoir raison, et c'est lui le casse-bonbon, et il est convoqué chez Lawrence Frank qui lui dit, mais putain, tu t'as pas fini de nous faire suer? Et oui. Et attendez les gars, vous parlez de quoi? Et franchement, l'histoire d'Halloween, alors ça a presque un côté un peu pitoyable, mais ça montre aussi le fossé qui existe en termes de mentalité entre Chris Paul et le reste de l'effectif. Alors, et d'ailleurs, ça va aussi dans le sens de ce qu'on a plusieurs fois constaté, cette équipe n'est pas une vraie équipe, il n'y a pas de collectif. Alors ok, peut-être que les méthodes de Chris Paul sont pas les meilleures, peut-être qu'il mettait trop son nez dans les tactiques du coaching staff et tout, mais pour autant, est-ce que le reste de l'équipe aurait pas pu faire un petit effort pour améliorer la situation collective? Ce qu'il essaye de faire à Halloween, c'est du team building, en fait. C'est le genre de chose qui est importante pour créer un collectif. Et même si parfois t'as du mal avec tes collègues, et bah, tu fais le petit effort qui peut sembler nécessaire. Personne leur demande d'être les meilleurs amis du monde, mais juste faut travailler ensemble pour faire la meilleure saison possible. Et ce genre d'initiative, on sait très bien que ça aide. C'est fou. Ouais. Encore une fois, moi j'entends le fait que Chris Paul puisse être chiant, hein. On sait qu'il est souvent très têtu, on sait qu'il est exigeant, on sait qu'il peut être invivable, tout ce que vous voulez, mais bordel, ils l'ont fait venir notamment pour ça, pour apporter du leadership à une équipe qui en manque cruellement, avec Kawhi et Harden en tête de proue.
pourquoi tu le fais venir pour ensuite te plaindre du fait qu'il fasse ce qu'il a toujours fait? C'est fou, c'est fou. Et la conclusion de l'article avec la citation, là, c'est plus calme maintenant. Bah écoutez, très bien alors, hein, s'ils en sont cool, quoi, tout le monde s'en accommode, visiblement, ça pose de problème à personne. C'est hallucinant, franchement. Mais c'est lunaire, Charlie. Ah ouais, C'est je trouve que c'est Cette pitoyable. situation est lunaire. Ah ouais, Et moi, pour moi, il y a un truc que je me suis dit, et là j'y pense encore quand je t'entends parler, parce que c'est ce qu'on dit depuis que l'affaire est sortie, c'est Chris Paul se casse-pied de première catégorie. Tu vois, l'Oscar du casse-bonbon de première revient à Chris Paul, quoi. Mais est-ce que tout ça, c'est pas aussi le, l'illustration du manque total et du je m'en foutisme absolu d'un gars comme Kawhi Leonard qui est content d'avoir ce traitement de faveur qu'on lui réserve depuis qu'il s'est pointé aux Clippers. James Harden, je pense que c'est la même chose, qu'il a surfé sur la vague en se disant ah ouais, vous faites ça pour Kawhi. Bah, moi, je suis plutôt un joueur important, je vais peut-être aussi prendre mes aises et faire ce que j'ai envie de faire en fait. Et je pense qu'il y a un problème profond en termes de culture, d'exemplarité qui doit émaner des joueurs principaux, qui doit émaner des joueurs qui sont censés représenter ça. Et je pense, bah, c'est ce qu'on entend dire des superstars tout le temps. C'est ton numéro un qui montre l'exemple. Si lui fait n'importe quoi, il n'y a aucune chance que tu fasses suivre le reste. Alors, Et je pense que ça rentre dans ce truc-là. Et ce qui est très drôle, juste pour terminer, c'est que dans le podcast dont on parlait tout à l'heure avec Eddie, t'as Fred VanVleet qui parle de l'arrivée de Kawhi à Toronto, qui dit que il me clairement, pète là. Kawhi, il a dit jamais de la life, je reste à la fin de la saison, je me casse, je sais pas pourquoi on m'a envoyé ici, mais dès que c'est terminé, je m'en vais. Et que pareil, c'était quand même quelqu'un manifestement d'assez bizarre. Alors, il a été d'une redoutable efficacité. On va jamais lui enlever ça. Le run playoff de Kawhi Leonard en 2019, c'est all time. Il n'y a pas à dire. C'est un des plus beaux parcours individuels en playoff de l'histoire. Je suis désolé, c'est vrai. Mais ça a l'air, enfin, ça a l'air d'être un mec totalement antisocial, mais maladif, quoi. Ça a l'air d'être quand même un mec bizarre. Alors oui, mais en fait là j'ai l'impression qu'il en est victime, tu vois, parce que je suis Tu complètement crois? d'accord. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui se passe aujourd'hui aux Clippers, pour moi, c'est ça dérive de la personnalité de Kawhi et de son absence totale de leadership. N'empêche que là, Mhm. visiblement, d'après l'article de Ramona Shelburne, Kawhi, il voulait que Chris Paul reste. L'article dit mot pour Oui, c'est mot que vrai, ouais. Brook Lopez et Kawhi Leonard étaient ses plus Était c'est fervents plus fervent, soutiens, ouais, tu ouais, vois. tout à fait, t'as Et raison, donc, ouais. en fait, je pense que tu as complètement raison, oui, mais que cette fois-ci, Kawhi, ça le dessert. Surtout que je pense que Kawhi, il a parfaitement conscience du fait que toutes les meilleures saisons de sa carrière, d'un point de vue collectif, j'entends, c'est quand il y avait un mec il y avait un leader vocal avec lui dans l'équipe. Tu parles de sa saison à Toronto, tu avais un mec comme Kyle Lowry pour dire les Bien choses quand sûr. il le fallait dans le vestiaire, tu vois. Et Et donc, je c'était pense le leader émotionnel, c'était le exactement, leader, ouais, ouais, complètement. Ouais. exactement. Et ça, je pense que Kawhi, il en a conscience et que du coup, bah, lui, il est pas forcément ravi de la manière avec laquelle ça s'est passé avec Chris Paul. Et moi, l'autre chose qui me gêne un peu dans cet article, c'est qu'est-ce qui fout Tyronn Lue, en fait? Je veux dire, non, mais on nous dit que Chris Paul, il a été recruté, en gros, pour jouer les utilités, quelques minutes en bout de camp et tout. Hmm. Sauf que pendant la pré-saison, il joue quasiment 20 minutes par match. Donc, évidemment que, en fait, il a un rôle plus important que ce qui lui a été promis. Et donc, forcément, il adapte aussi son comportement dans les vestiaires. Il a un rôle qui est plus important, donc il prend plus la parole. Il se rend bien compte aussi que c'est le seul garant d'un minimum de leadership et d'exigence dans le vestiaire. Donc, forcément, il occupe la place qu'on lui laisse, en fait, quoi. Mais c'est le coaching staff qui lui laisse cette place. Hmm. Qu'est-ce qu'il fout Tyronn Lue dans cette histoire? Et qu'est-ce qu'il fout Jeff Van Gundy? Putain, Jeff Van Gundy, il a l'air d'avoir une personnalité, le mec. Pff. Mais c'est ça, en fait, qui est le plus surprenant dans l'article de Ramona Shelburne. C'est autant Lawrence Frank, on a déjà entendu parler Oh oui. du fait que ce gars-là soit vraiment pas un cadeau, qu'il a une drôle de personnalité, une drôle de façon de gérer les relations humaines. Ça, c'est pas une surprise. Mais effectivement, Jeff Van Gundy, quand tu le vois à la télévision, quand tu vois
même le travail qu'il fait avec le Team USA pour les qualifications au Jeux des Amériques et tout ça. T'as l'impression que c'est quelqu'un d'assez réglo, d'assez sérieux, qui apprécierait justement quelqu'un comme Chris Paul et son exigence, tu vois, que Chris Paul soit comme un second coach, comme un assistant quelque part, j'ai envie de dire, de par son expérience, de par sa carrière, son palmarès, enfin bref. Mais non. Et effectivement, Tyronn Lue, c'est pareil. Tu sens que le gars est agacé au possible et que pour lui, c'est hors de question de laisser Chris Paul prendre des responsabilités et pourvu qu'il se taise, quoi. Et c'est assez surprenant. Et pourvu qu'il se taise, mais surtout qu'il ne lui dise pas, parce qu'il y a quand même aussi ça. Il n'y a pas C'est eu, ça. il y a pas eu de réunion entre Tyronn Lue et Ouais. Chris Paul avant qu'il soit Un viré. refus de parler, Mais oui. de discuter, de Et mettre les choses au clair. Ouais. en plus, Chris Paul, et pourtant vraiment, j'insiste, hein, moi Chris Paul, c'est un caractère, je pense que s'il était dans mon vestiaire, ça me saoulerait aussi. Mais le mec, il a été s'excuser en public, devant tout Mais le oui, vestiaire. il a demandé à pouvoir présenter ses excuses en disant je sais que je suis pas facile. En fait, tu ne peux pas lui reprocher de pas avoir Ah, essayé de faire des efforts, ah sauf ouais. que dans ce qui est décrit dans l'article, il y a absolument que lui qui essaye de faire quoi que ce soit. Et la passivité des leaders du groupe, je veux dire, si vraiment Kawhi est un des plus fervents soutiens de Chris Paul, comment c'est possible que ça se finisse comme ça? Non mais comment c'est possible qu'en NBA, quand la superstar de ton équipe veut absolument que tu restes, et ben ta direction te vire comme ça du jour au lendemain? Enfin vraiment, c'est une situation qui est ubuesque. Ça n'a aucun sens. Cet article, enfin cette franchise, elle va pas bien. Hein. Il faut se réveiller là, les gars, quand même. Hein. Tu veux en avoir la preuve que la franchise ne va pas bien, Charlie? Si. Il y a un tweet qui dit que les Clippers sont persuadés aujourd'hui que déjà, il est hors de question pour eux d'entretenir les discussions de transfert concernant Zubac, James Harden ou Kawhi Leonard. Non, non, Ouais. non, non, non. Ils ont encore des ambitions. Ils ont encore l'ambition d'aller en playoff et de pourquoi pas gagner le titre. Une fois que Derrick Jones Jr. va revenir, c'est ESPN qui sort la news. Je sais pas quoi dire. Est-ce que tu penses vraiment que Derrick Jones Jr., qui revient de sa blessure au genou, va permettre aux Clippers de sortir du gouffre monumental dans lequel ils se trouvent? Bah non. Je pense pas que ça soit le problème, en fait. Le problème, c'est pas Derrick Jones ou pas Derrick Jones. Bah, Le surtout problème, que c'est une question de, je sais pas, d'énergie, d'envie, d'effort, ouais, je sais pas. Je comprends pas. mais attends, surtout qu'il a démarré la saison, Derrick Jones, je suis pas fou. Ils sont en Mais oui, bilan ultra négatif avec lui aussi. je pige pas. Je pige pas cette, je pige pas ce qui se passe là-bas, mais j'ai rarement vu un tel niveau Non mais parce que de là, déni par rapport à la réalité, quoi. dans les 5 prochains matchs des Clippers, il y a Vas-y, OKC, fais-moi les rêver. Lakers, Houston et Détroit. Hein. Je veux dire, là, la fin d'année, franchement, si les Clippers sont pas Ah. derniers de la conférence Ouest à Noël, c'est presque un miracle. Hein. Non, mais Surtout sérieux. que les Pels commencent à gagner des matchs en plus. Alors là, ah non, mais enfin, franchement, la situation, elle est folle et franchement, enfin, ouais, je trouve ça hallucinant. Vraiment, je comprends pas comment c'est possible que la situation elle ait pu se pourrir comme ça. À la limite Ouais, que tu laisses la situation se pourrir comme ça avec un journeyman, un mec dont tout le monde se fout, qui est en bout de rotation. Eh, c'est Chris Paul, les gars, c'est le meilleur joueur de carrément. votre histoire en fait, quoi. C'est fou. Ouais, je trouve ça fou. Ah, puis voilà, comme tu disais, la collection des personnalités qui sont impliquées dans cette histoire, c'est fou, quoi. Ouais. Les Van Gundy, les Tyronn Lue, Mais moi, Tyronn Lue, vraiment, c'est celui qui me déçoit le je sais plus dans pas. cette histoire. C'est fou, ouais. Complètement fou. Bref, on va passer à la victoire des Knicks en finale lors de la NBA Cup face aux Spurs de San Antonio. Le match était plutôt relevé, hein. Ça s'est joué vraiment dans le quatrième quart-temps, où le trio Mitchell Robinson, encore une fois, l'hypoglouton au rebond offensif, Hallucinant. c'est n'importe quoi. Tyler Kolek et Jordan Clarkson, tous les trois ont eu un vrai impact décisif dans cette rencontre. Il y a une intensité dans leur engagement en sortie de banc qui a vraiment, vraiment fait du bien et qui a fait la différence pour les Knicks. Euh, les Spurs se sont bien battus, voilà, ils ont perdu pied dans ce quatrième quart-temps. Il y en a qui ont eu la bonne idée de se moquer de Victor Wembanyama et de ses larmes après dans la conférence d'après-match parce qu'il a évoqué le décès de sa grand-mère qu'il a appris juste avant la rencontre. Pitoyable pour ceux Pitoyable, ouais.
qui se sont lancés dans ces remarques à deux balles. Euh, je suis content que ma théorie tienne la route, que le perdant de la NBA Cup est l'équipe qui est destinée à faire de grandes choses dans les années à venir. En tout cas, je l'espère qu'elle va se révéler prophétique. Et puis, belle victoire des Knicks, qui, on le sait aujourd'hui, va refuser, comme les Lakers auparavant, comme les Bucks auparavant, de mettre une banderole, la bannière qui dit on a gagné. Mais c'était cool de voir cette équipe remporter le truc. C'était une belle victoire. Ça confirme l'embellie du côté des Knicks, du fait que c'est potentiellement, avec les Pistons, l'équipe la plus sérieuse de la conférence Est. Et voilà, et OG Anunoby, Josh Hart. Ça me fait marrer d'ailleurs que Mike Brown est revenu sur le 5 majeur qu'utilisait Tom Thibodeau, Oui. avec Josh Hart dans le 5. Et depuis qu'il a pris cette décision, enfin déjà un peu avant, mais cette décision fait que ça a vraiment confirmé la bonne dynamique des Knicks en ce moment. Ça joue très très bien, ça joue très sérieux du côté des Knicks. Ah ouais, la circulation de balles, c'est le jour et la nuit avec l'année dernière. Franchement, c'est offensivement, Mike Brown, tu sens sa patte, tu sens son empreinte sur le jeu. Si défensivement, ils arrivent vraiment à trouver quelque chose qui tienne la route, ça peut vraiment être sympa. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire là. Je trouve que vraiment, ouais, certes, c'est le même 5 que l'année dernière, mais alors en termes de mouvement de balle, vraiment, c'est le jour et la nuit. Ils sont 10e défensivement de la NBA. Pardon, excuse-moi, mais c'est juste pour préciser qu'ils sont pas non plus à la masse, loin de là, Non, ça va. défensivement. Ça va. Non, franchement, oui, non, ça va. Et deuxième attaque Effectivement, de la ligue. dernièrement, surtout, ils sont beaucoup mieux. Sur les 10 derniers matchs, ils sont deuxième. Hein. Ça commence là à vraiment monter en puissance du côté Tout des à Knicks. fait. Et écoute, voilà, moi je suis un peu triste de la manière avec laquelle ça s'est passé, parce que Wemby était très clairement touché par le drame familial qu'il a connu le jour même, et évidemment ça a impacté son niveau de performance. Bon, le résultat en soi, il est un tout petit peu anecdotique, mis à part pour l'aspect financier qu'on a évoqué il y a quelques jours, et mis à part pour les superstitieux comme toi. Mais, mais ouais, non, Mitchell Robinson, c'est 10 Quel rebonds monstre. offensifs sur l'ensemble du match, 6 dans le quatrième quart-temps. Ses coéquipiers dans le quatrième quart se sont régalés sur les opportunités qu'il leur a apportées avec ses rebonds offensifs. Bon voilà, écoute, New York, ces Knicks-là ont une bonne tronche de champions, même si c'est que la NBA Cup, c'est bien. Ouais, Tu vois, ça vient un peu récompenser leur très belle montée en puissance. tout à fait. Ouais. Et voilà, moi la seule chose qui m'emmerde un peu, c'est que nouvelle confirmation du fait que cette montée en puissance, elle se fait sans Yabusele. Alors, Oui, oui. encore une fois, j'espère qu'il va être tradé sans trop Mm. tarder pour pouvoir retrouver le plaisir de jouer. Mais ouais, ces Knicks-là ont quand même une bonne tête d'équipe. Ils sont pas premiers à l'Est, mais c'est pas impossible qu'ils finissent par récupérer cette place, quoi. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Avec Cleveland qui est en train de dévisser totalement, là, ils ont encore perdu face à Chicago la nuit dernière. Ouais, Cleveland, On c'est en a, moche. on en a parlé dans le podcast de mardi. Bon, voilà, c'est sûr que cette équipe des Knicks, là, elle est en train de vraiment s'installer comme candidat sérieux de ces conférences Est. C'est moins étonnant que Détroit. Détroit, c'est vraiment la grosse surprise dans cette conférence. Très sincèrement, si j'ai un duel Détroit-New York bis repetita du premier tour de l'an dernier, je prends à Ah ouais, régal. 200%. La série était folle. Et quand tu vois l'énergie de ces deux équipes aujourd'hui, ça donne très envie de se reprendre de se reprendre une série revanche entre ces deux franchises. Donc, non, je kiffe. Et puis, ça joue tellement bien. Ça joue tellement bien. C'est tellement un kiff de regarder cette équipe évoluer sur le parquet. Franchement, ça joue bien. Côté Spurs, c'est pas trop surprenant aussi. Enfin, faut pas oublier que les Spurs, c'est quand même une équipe excessivement jeune. Et pour le coup, il y a eu vraiment des passages dans ce quatrième quart-temps, notamment, où ils ont montré leur inexpérience. Il y avait des passes stupides, des prises de tir qui étaient qui étaient pas forcément bonnes. Non. Ouais, En fait, ça a alterné le bon et le moins bon. Dylan Harper, je suis vraiment incroyablement impressionné par ce joueur. Ah, le potentiel de ce mec est fou, hein. Je sais pas si à un moment ou un autre, les Spurs vont devoir trancher entre Castle et Dylan Harper, mais j'espère pas pour eux. Parce que franchement, Bah, tu sais, ce qui va peut-être devoir les amener à c'est ça, c'est le contrat de De'Aaron Fox, quoi.
Non, parce que je pense que le contrat de De'Aaron Fox, pour le coup, sera beaucoup plus digeste à mesure que le salary cap va augmenter. Et dans 2 saisons, je pense que Castle et Harper seront encore sur leur contrat rookie. Il faudrait que je regarde ça, mais Bah, dans... il va jusqu'à 2030, hein, le contrat de Fox. oui, 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 mais je pense qu'il sera beaucoup plus facile de transférer le contrat de Fox Ah oui, ok, de le transférer, ok. après coup. Ouais, ouais, ok, ouais, je suis d'accord. Ça sera moins compliqué parce que là, aujourd'hui, effectivement, ça paraît impressionnant, mais ça le sera moins une fois que le salary cap va monter, parce que là, ça va encore monter. Maintenant que le contrat qui a été signé, mais le contrat médiatique a été signé, le salary cap est lié à ce pot commun, à cet argent. Donc, comme ils ont voté une progression, enfin une progressivité dans la hausse du salary cap pour éviter ce qui s'était passé justement en 2016 dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est pour ça que les Warriors avaient pu signer Kevin Durant. C'est que le syndicat des joueurs avait voté pour une hausse immédiate du salary cap, du niveau du salary cap, et ça avait dégagé de l'argent. D'ailleurs, à l'été 2016, vous regardez le nombre de contrats complètement débiles qui ont été signés, c'est rigolo. Tu vois, finalement, c'était pas de la faute de KD, c'était de la faute de l'augmentation du cap. Ah, mais il y avait eu non, mais il y avait eu une convergence des Oui, événements non, mais je plaisante, c'est qui pour dire était qu'il assume jamais. complètement folle. Ah ouais, C'était non, pour non, me mais proposer une nouvelle excuse, tu vois. il y avait une convergence assez folle. Mais et d'ailleurs, le syndicat des joueurs ne s'y est pas fait prendre cette fois. Ils ont signé pour un truc progressif, quoi. Donc voilà, et effectivement, bon, Wemby, c'est terrible. Tu sentais bien qu'il était profondément touché par cette nouvelle. Bien sûr. Et pour ceux qui ont déjà eu à affronter ce genre de perte dans la famille, bon, ben, voilà, tu peux que comprendre et avoir de l'empathie pour lui, quoi. Je sais pas quelle autre attitude tu peux avoir par rapport à ça. Et le mec cherchait pas à se trouver des excuses ou quoi que ce soit. Il a juste eu un moment de candeur en disant, voilà, je suis pas bien, quoi. Ouais, non, mais c'est évident, Enfin, c'est je sais évident. pas. Et les C'est petits comme malins vous. qui sont venus expliquer que si vraiment il était pas bien et que ça nuisait à son niveau, il avait qu'à pas jouer. Putain, mais vraiment, mais quel mépris, mais qu'est-ce que vous racontez là du fond de votre fauteuil? Vous avez jamais été confronté à ce genre de situation. Par pitié, arrêtez quoi, arrêtez. Ouais, non, mais je sais pas. C'est pas étonnant. Il y aura toujours ça dans notre existence. Oui, Dans la vie de tous les jours, il y a toujours des personnes comme ça extrêmement bizarres qui ont des réactions de ce type. Mais bon, voilà. Mais bravo à San Antonio. Et Charles, on en reparlera dans 1 an ou 1 an et demi ou 2, on verra bien. ok. Et si les Spurs se qualifient en finale de conférence, Ah ouais, tu veux pourra, prolonger ta superstition, oui, on d'accord. pourra reparler de ma prophétie. On va parler de notre programme de Noël. Qu'est-ce que j'entends, Charlie? Ah, ça, il vient de loin celui-là. Bah dis donc, ouais. Eh ouais, c'est le Père Noël qui arrive. Pourquoi on va faire ça aujourd'hui? Parce que, chers auditeurs, nous ne serons pas là pendant la semaine de Noël. On a décidé de faire la trêve des vacances de Noël. Il n'y aura pas de numéro ni mardi prochain, ni vendredi prochain, exceptionnellement, parce que nous sommes en famille. Et il est important de faire des parenthèses, de faire des moments de respiration dans nos vies personnelles pour profiter de nos proches. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais on se retrouvera donc la semaine du Nouvel An, bien évidemment, où on reprendra les choses, le cours des choses. Normalement, Charlie, je t'ai demandé et je me suis demandé, et logiquement, on devait avoir un autre invité. Florent, on te salue bien bas. La bise à toi qui a eu des problèmes techniques regrettables. On aurait bien aimé t'avoir avec nous. Et donc, c'était nos sélections pour les matchs de Noël, les matchs du 25 décembre qu'on pourra regarder en France. Il y a combien de matchs qu'on va pouvoir regarder? Il y en a pas mal quand même, je crois. Pas tous. Oui, non, mais je veux dire le soir de Noël. Enfin, le soir de Noël. Le Il y en a soir du 5, je crois. soir du 25. Ouais, il y en a 5. Il y en a 5, mais en termes d'horaire, attends, je vais regarder ça vite fait. J'ai même pas noté. Dis donc, c'est mal préparé cette histoire. On va commencer par un Cleveland-New York, et ça sera à 18h heure française. Il y a un San Antonio-Oklahoma City à 8h30. Il y a un Dallas-Golden State, Klay Thompson qui retourne à Golden State à 23h. Et après, dans la nuit, 2h du matin, Houston-Lakers. Et à 4h30 du matin, Timberwolves-Nuggets.
Charlie, si tu veux bien. Alors, on va peut-être faire le choix de Florent, parce que Florent m'avait donné son choix. Et comme on vient de parler des Spurs, lui, il avait retenu les Spurs face au Thunder. Et effectivement, c'est une confrontation qu'on va tous regarder, puisqu'ils vont jouer 2 fois. Ils vont jouer 2 jours avant, je crois, ou la veille, dans la nuit du 23 au 24, et donc le 25 après-midi. En moins de 48 heures, ils vont s'affronter 2 fois. J'ai envie de dire, Charlie, j'ai envie de prédire un truc. Il y a un match où le Thunder va pilonner mémorablement les Spurs, à mon avis. Ça Je pense. m'étonnerait pas, ouais. Ça m'étonnerait pas parce qu'ils vont vraiment avoir la dalle, ils vont vouloir prendre Oh leur oui. revanche. En plus, cette défaite face à San Antonio en demi-finale de la NBA Cup, elle a vraiment pas du tout été minimisée par OKC. Denio, notamment en conférence de presse, a reconnu qu'ils n'avaient pas été au niveau attendu, que ça devait leur servir de leçon, que les Spurs avaient été supérieurs. Bon, on verra quels enseignements ils ont tirés de cette défaite et surtout comment ils s'adaptent, notamment face à Wembanyama, dont l'impact a vraiment été mis en avant par Denio. Mais ouais, je suis d'accord. Je pense effectivement qu'il y a une belle chance qu'il y ait au moins un match où ça soit un peu un défouloir. Ouais, voire 2. j'espère, j'espère pas. Mais le match à Oklahoma City, je crois que c'est le 25. Le match dans la nuit du 23 au 24, c'est à San Antonio. Donc là, j'espère pour les Spurs que ça sera disputé et tout ça. Bien qu'il y aura peut-être aussi, tu vois, la descente émotionnelle de la NBA Cup. Ouais. Mais moi, justement, Euh, j'aimerais bien un gros match de Wembanyama sur un de ces deux matchs-là, tu vois. Genre, j'ai un peu envie qu'ils soient un peu en mode statement game. Alors, je me doute bien qu'à l'heure actuelle, c'est pas du ouais, tout le truc qui compte le plus pour lui, hein. Je pense même qu'il en a un peu rien à foutre de ce que peuvent raconter les haters. Mais oui, ça me c'est ferait sûr bien et certain. plaisir que, tu vois, qu'il y ait au moins un match où vraiment il montre que même la défense de KC, pour lui, il n'y a pas de problème. Ouais, ils vont avoir le temps d'un peu de redescendre, hein. Il y a un back-to-back entre Washington et. Enfin, ils jouent à Washington, ensuite ils reçoivent Atlanta, ils reçoivent Washington, deuxième match consécutif face à Washington, et ensuite Oklahoma. Donc, ah non, c'est le contraire, pardon, excuse-moi. Ils reçoivent Washington, ils se déplacent à Atlanta, ils se déplacent à Washington, à la maison face à Oklahoma City, et ensuite à Oklahoma City, pardon. Ouais. Donc voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais c'était un très bon choix de match. Ouais, ouais, très bon choix de match, Florent. Encore une fois, on t'embrasse et puis on espère t'avoir prochainement au micro. Charlie, je te laisse le deuxième choix. Bah écoute, moi, c'est pour moi la plus grosse affiche de la semaine avec le match dont on vient de parler. C'est le match entre les Rockets et les Lakers. Voilà, Houston, on se demandait à quel point la blessure de Van Vliet allait être un frein à leurs ambitions, mais on les mettait quand même en embuscade derrière OKC et Denver. Ils sont en train de faire une belle saison, même si pour le moment, quand ils rencontrent les cadors de l'Ouest, c'est un peu compliqué, hein. Sur leurs 6 défaites, il y a OKC 2 fois, il y a Denver, il y a San Antonio. Là, le match face aux Lakers, c'est le dernier d'un road trip qu'ils ont entamé à Denver en début de semaine, pour un match qui s'est fini en défaite en prolongation, une défaite qu'Ime Udoka a vraiment eu du mal à avaler. Et ouais, Ouais, ouais. ces Rockets-là, ils restent très très solides, hein, parce que ils sont cinquième à l'Ouest, donc on pourrait penser que c'est pas extraordinaire, mais quand tu regardes les stats avancées, c'est troisième meilleur defensive et offensive rating de la ligue, c'est le deuxième meilleur net rating derrière OKC. Ils ont un jeu qui est toujours aussi lent, mais qui correspond parfaitement aux qualités de cet effectif. Donc voilà, ce match-là, je vais le regarder de près, surtout que moi, les Lakers, je commence vraiment à me dire que ce serait bien un jour de défendre. Alors je sais que c'est compliqué vu l'effectif, mais là sur les 10 derniers matchs, la défense des Lakers c'est absolument catastrophique. Ils arrivent d'ailleurs à avoir un moins bon defensive rating que les Clippers sur la période, et ça franchement il faut le faire. C'est compensé par une attaque qui fonctionne bien, mais enfin c'est difficile d'avoir des ambitions avec un niveau défensif aussi faible, et tout le monde en a bien conscience. À côté des Lakers, c'est un sujet qui a été abordé par JJ Redick, par LeBron, par Smart, par Doncic. D'ailleurs, Doncic a expliqué qu'il avait conscience qu'il devait en faire plus, etc., etc. Voilà, j'espère que le podium à l'ouest que les Lakers occupent actuellement va pas servir de cache-misère, parce qu'il faut absolument trouver des solutions. Ça passe notamment par le retour de Vanderbilt dans la rotation, hein. Il a rejoué contre Phoenix un quart d'heure, et ça faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas eu autant de temps de jeu sur une rencontre.
Bon voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça pose aussi des questions évidemment sur la réintégration d'Austin Reeves qui n'est pas là en ce moment et malgré ça, bah, ça défend vraiment pas bien. Et Austin Reeves, on sait très bien que c'est pas le mec qui va améliorer la défense. Je sais que certains l'imaginent en sortie de banc par exemple. Ça ferait bien plaisir à Rich Paul et à LeBron James, mais je suis pas sûr que ce soit la solution. Donc ouais, ce match, je veux le regarder parce que c'est une belle affiche, parce que Luka Doncic, parce que Sengun, parce que KD, Amen Thompson, parce que je pense que Houston veut aussi enfin battre un des gros de la conférence Ouest, aussi parce que bah, c'est un affrontement entre KD et LeBron, tous les deux dans des équipes a priori ambitieuses, et c'est pas forcément une situation qu'on va retrouver la saison prochaine. Donc je vais regarder ce match de près, et dans l'ensemble, je vais continuer à suivre ces équipes. Et d'ailleurs, petite anecdote, sache qu'un média local des Lakers a récemment proposé un trade pour améliorer la défense de l'équipe. Il propose de récupérer Dillon Brooks. Et ça me ferait beaucoup rire. C'est extrêmement drôle. Ce C'est serait, ce serait, génial. ce serait, ce serait à Dillon mourir. Brooks dans le vestiaire avec LeBron, mais mon Mais rêve. ça serait un doigt Mon d'honneur à rêve. LeBron James. Oui, bah, ce serait pas le premier de la saison. Hein. Non, mais alors justement, je vais reprendre ce que tu viens de dire dans l'ordre. Les Rockets, qu'est-ce que ça aurait donné avec Fred VanVleet, Charlie? Ah, j'ai vu que t'allais me dire qu'est-ce que ça aurait donné avec LeBron. Non, non, Oui, non. bah oui, ça aurait été génial. Bah, c'est ce Non, qu'on mais espérait tous voir. Hein. si VanVleet était là, mais les Rockets, mais ça aurait été effectivement. Je pense que tu es fan des Rockets, mais tu dois Dégoûté. tellement Ouais. être dégoûté, quoi. Bah, surtout que là, on a eu la confirmation qu'il va pas revenir cette saison. Et pourtant, il y a 2 semaines, Ah ouais, ouais, ouais. tu sais, il disait ouais, je vise le retour cette saison et tout. Mais là, ils ont demandé, obtenu une exception salariale qui entérine le fait qu'il reviendra pas avant l'année prochaine. Donc, Et c'est terrible parce qu'effectivement, cette équipe, elle joue très très bien. ouais. Le trio Amen Thompson, Şengün, Kevin Durant, je pense c'était difficile d'imaginer un meilleur scénario en termes de complémentarité et d'entente sur le terrain. Tu sens qu'il y a une vraie camaraderie qui s'est créée entre eux. Kevin Durant a su vraiment trouver sa place dans cet effectif. Ouais. Elle a, je trouve, une belle identité, cette équipe. Alors là, il y a pas mal de discussions, notamment dans les médias américains, en disant oui, est-ce que Kevin Durant il devrait prendre plus de tirs? Est-ce que Şengün, il prend pas trop de place en attaque? Je ne comprends pas ces débats-là. C'est très bien que l'équipe ait une attaque équilibrée et que Şengün prenne toute sa place, qu'il ne soit pas là à filer la gonfle à Kevin Durant en disant vas-y, gère l'attaque Ouais, quasi tout seul. surtout que l'avenir des Rockets, c'est beaucoup plus Şengün que Durant, quoi. Oui, puis même 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 sans son ça, présent, en fait. ils ont aucun intérêt à Ah faire ouais. ça. Non, je suis Aucun d'accord. intérêt. Et je pense que Kevin Durant, c'est ça que j'aime beaucoup dans son attitude aujourd'hui, c'est que tu sens qu'il prend un plaisir non fin à jouer avec cette équipe, qu'il adore Alperen Şengün, qu'il adore Amen Thompson. Là, il joue sans des joueurs importants, Tarizon Dorian notamment, Finney-Smith. Dorian Finney-Smith. Alors lui, il n'a pas joué encore de la saison, on se Ouais. demande quand est-ce qu'il va revenir. Tarizon, il va faire son retour très très prochainement là. Euh, donc c'est cool, franchement, cette équipe des Rockets, c'est pareil, ils sont dans un espèce de... Ils tiennent la baraque, une fois que ça sera un effectif à peu près au complet, donc minus Fred VanVleet qui sera pas de retour cette saison, mais c'est très très sérieux les Rockets et ça joue bien et quand ils sont dans un bon match, franchement c'est le kiff et je comprends que tu fasses ce choix-là parce que face à une équipe des Lakers qui est plutôt surprenante depuis le début de la saison, effectivement il y a moyen que ça donne quelque chose. Revenons-en, passons aux Lakers maintenant. Tu parles des Lakers, tu parles de la défense des Lakers. De Alors, l'absence de défense, ouais. ouais, mais je veux dire, si tu regardes un peu les effectifs qui fonctionnent côté Lakers, je regardais ça sur NBA Stats tout à l'heure, et t'as un 5 majeur avec, par exemple, Marcus Smart, DeAndre Ayton, Doncic, Hachimura et Austin Reeves. Le defensive rating est exemplaire. Le net rating, il est à plus 13,5. Ça fonctionne. Oui, bah oui. Ils ont un 5 majeur absolument destructeur. C'est Smart, Doncic, Hachimura, Jackson Hayes, Austin Reeves. Pareil, défensivement, c'est plutôt correct. Et là, c'est offensivement, c'est le feu absolu. Mais est-ce qu'il y a un moment où on parle du fait que LeBron James, défensivement, c'est une purge pas possible?
Bah, ou pas? on peut en parler, mais de toute façon, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec les 5 que tu mentionnes, mais ces 5 n'existeront jamais. En fait, ces 5, ils existeront ponctuellement au cours de match, mais malheureusement, tant que LeBron est là, LeBron sera là. Ouais. Mais enfin, LeBron, après, il y a un trop petit échantillon. Il y a Oui, des micro-échantillons non, où mais on voit quand même là, bien il y a que, quelques combinaisons où ça fonctionne à peu près. Mais on a quand même vu face aux Spurs l'autre fois, ouais, et on non. le voit à d'autres moments dans la saison jusqu'alors. Alors, peut-être qu'il faut qu'il se mette en jambes, peut-être qu'il faut lui laisser le temps un petit peu de trouver son rythme et tout ça. Et voilà, il est plus tout jeune. Mais moi, je pense que, et c'est pas nouveau. La saison dernière, déjà, on voyait très sérieusement les premiers signes d'une vraie chute en termes d'impact défensif et d'impact général euh, sur l'effectif, quoi. Oui, et globalement, moi, le trio Doncic, Reeves, LeBron, ça marche pas, en fait. Enfin, c'est trop compliqué à faire fonctionner, je pense. Mm. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans la rencontre face à Phoenix là, cette histoire de lancer franc que Doncic aurait dû prendre, que LeBron finalement a pris, que ça a failli coûter la victoire aux Lakers, qu'il y a eu cette faute à la con là, qui finalement leur a sauvé les miches en fin de rencontre. Les interventions des uns et des autres, que ce soit Doncic, que ce soit JJ Redick et ainsi de suite, bah, tout est quand même très bizarre, non, Charlie? Tu trouves pas? Écoute, Non? je sais pas très Non? bien. Moi, T'inquiète pas. je t'avoue, je sais pas trop quoi te dire là-dessus. Non, Ok. tu vois, c'est leur popote interne. Je sais pas très bien comment tout ça fonctionne. En attendant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'alchimie sur le parquet et dans le Ouais, jeu. Et c'est vrai que ça, pour le coup, j'ai quelques doutes. Je ouais. me demande aussi à quel point Austin Reeves, qui a priori a l'air de plutôt bien s'entendre avec LeBron, hein, mais à quel point est-ce qu'il va accepter de... Il est quand même en contracteur, hein, Austin Reeves, hein, faut pas oublier, c'est important pour lui ce qui se passe là. Tu vois, de rogner sur le nombre de tirs qu'il prend, sur l'impact qu'il a, parce que LeBron est là, parce que LeBron a besoin d'avoir son volume de shoot, a besoin d'avoir son volume de jeu. C'est plutôt ça, moi, la question que je me pose. Mais de toute façon, on va pas se mentir, enfin là, je pense qu'on est de nombreux fans des Lakers à être un peu pas dans une saison de transition, parce que tu peux pas dire que tu es dans une saison de transition en étant troisième à l'Ouest et avec des joueurs aussi forts que Luka Doncic, mais tant que LeBron sera là, on ne saura pas vraiment ce que les Lakers autour de Luka Doncic veulent faire, quoi. Ouais, on n'enlèvera pas de l'idée que c'est quand même un foutu gâchis cette histoire, mais bon. Après, il y a la bonne nouvelle DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, c'est quand même une histoire de fou Ouais. côté Lakers, quoi. Le nombre de personnes qui ont enterré ce gars-là, nous-mêmes, on était assez critiques parce que Ah bah ouais, franchement, ouais. il avait donné aucune garantie ces dernières saisons, comme quoi c'était un joueur sur lequel tu pouvais compter. Ah oui, moi je l'avais Surtout qu'aux complètement enterré. Blazers, il avait absolument pas existé, alors que c'était justement une franchise où il n'y avait pas d'enjeu, pas d'ambition, et qu'il aurait pu faire des stats, qu'il aurait pu montrer quelque chose sur le terrain. Et là, franchement, le résultat depuis le début de la saison, c'est quand même une sacrée victoire Ouais. euh, sur le terrain. Sportivement, c'est génial pour les Lakers d'avoir un mec comme ça, quoi. Ah ouais, ouais, non, il fait vraiment du très très bon boulot. Il est très bien utilisé par JJ Redick. On Ouais, sent c'est qu'il clair. s'éclate dans cet effectif. Et ouais, non, ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Et puis faut Ouais. pas oublier qu'il a que 27 ans. Hein. Des Dayton, il y a du temps. Il a encore des années devant lui. S'il arrive à se relancer comme ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ouais, ouais. Et puis c'est un profil qui, je pense, colle plutôt bien au jeu de Luka Doncic et que ça peut Oui, être tout à fait une pièce que tu peux garder, enfin, vu plus l'impact que ce qu'il que a. je pensais, ouais. Ouais, carrément, ouais. Donc, non, non, ouais, très, très encourageux. Encourageant. Mon choix à moi, c'est bien évidemment les Nuggets face aux Timberwolves. Et je choisis ça parce que les Nuggets sont dans une position quand même extrêmement... Je suis assez halluciné par ce qui est en train de se passer à Denver ces derniers temps-là. Grosso modo, ils sont deuxième de la conférence Ouest. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines même, qu'ils n'ont pas leurs deux meilleurs défenseurs, Gordon et Christian Brown, ce qui était une perspective plutôt effroyable si tu étais fan des Nuggets. Tu te disais, mais jusqu'où ils vont descendre au classement sans ces deux gars-là.
T'as eu l'explosion de Spencer Jones, t'as eu les très très bonnes sorties de Peyton Watson, qui s'est cassé face à Houston. Il a joué moins de 5 minutes, je crois, face à Houston. Malgré tout, les Nuggets sont allés remporter cette rencontre. Alors, il n'y avait pas eu que des bonnes décisions arbitrales. On a eu le rapport des 2 minutes. Et effectivement, les arbitres ont reconnu avoir fait des erreurs qui ont avantagé Denver. Ça arrive. Voilà, mais ce que je vois aussi côté Denver, c'est que le duo Jokic-Jamal Murray tourne à plein régime, que Cameron Johnson continue de trouver ses marques et trouve de plus en plus de confort dans son rôle à mesure que les matchs passent et que ses responsabilités augmentent, parce que forcément, il a plus de tickets shoot, et son adresse est remontée à ses standards habituels, donc c'est très encourageant. Et puis tu as cette profondeur de banc, ce qui était tout l'objectif de faire le transfert de Michael Porter Jr. à Brooklyn. Tu as Tim Hardaway Jr., alors qui va pas jouer là, le prochain match face à Orlando, il est malade. Jonas Valanciunas, je l'ai dit, là, l'éclosion de Spencer Jones, qui est une très bonne nouvelle pour les Nuggets pour la suite de la saison. Évidemment, tu as Bruce Brown, dont l'apport est toujours capital dans l'énergie, dans ce qu'il apporte. Il est capable de tout faire. Il prend des rebonds, il fait des passes, il défend bien. Enfin bref, c'est vraiment un couteau suisse extraordinaire pour Denver. Donc je suis assez épaté par ce que font les Nuggets. Je me demande vraiment si ça va pas être la première saison où Jamal Murray a une vraie possibilité d'être sélectionné en tant que All-Star. Et puis en face, tu as les Timberwolves qui sont sur courant alternatif depuis l'entame de la saison, avec notamment plusieurs absences d'Anthony Edwards sur blessure. Là, il est blessé au pied. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Voilà, les auditeurs qui écoutent le podcast, vous savez ce que je pense de cet effectif, présentement constitué, tel qu'il est constitué actuellement. Pour moi, il a atteint son plafond, très clairement. Ils ont fait 2 finales de conférence Ouest. Ils avaient notamment éliminé les Nuggets en 2024 pour y parvenir. Détail amusant, depuis 5 matchs, tu as Bones Island, ancien joueur drafté par Tim Connelly quand il était à la tête des opérations basket à Denver, qui préside aujourd'hui l'avenir des Wolves, qui a trouvé sa place dans la rotation de Minnesota. C'est ça, je trouve ça pas mal, parce que Tim Connelly, ça m'étonne pas de lui qu'il allait redonner une chance à un joueur qu'il a drafté. Et franchement, il montre une belle maturité, ce qui était son plus gros problème à Bones Island. Il est aussi passé aux Clippers entre-temps. Et donc voilà, c'est toujours une affiche qui me fait délirer. C'est pour ça que c'est une affiche de Noël. Hein. Il commence à y avoir une vraie histoire entre ces deux franchises en termes d'affrontement. Tu as le duel Gobert-Jokic. Non, j'ai très hâte de voir ça. Je serai pas debout à 4h du matin, j'avoue. Bah écoute, alors moi non plus, probablement pas. Enfin, je pense que je serai debout pour le match des Lakers, mais j'irai probablement me coucher après. Écoute, en tout cas, moi, j'avoue que j'ai très hâte de voir la fin d'année de Denver, parce que tu l'as dit, les absences ont un énorme impact sur leur défense. Alors, ils ont une attaque qui est tellement brillante et ils ont un Nikola Jokic qui est tellement monstrueux que ça ne pose pas de problème en termes de bilan, ça continue à gagner. Mais enfin, là, d'ici la fin décembre, ça va jouer Orlando 2 fois, Houston, Dallas, Minnesota, Miami, Toronto. Il y a quand même des adversaires qui, sur le papier, sont costauds, qui peuvent leur poser problème. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer en termes de défense. Mais voilà, tu l'as dit, il n'y a aucune urgence pour cette équipe, qui est deuxième à l'ouest, qui est la meilleure attaque. Jokic est le meilleur rebondeur, le meilleur passeur, le 5e meilleur scoreur. Il a un niveau d'efficacité qui est phénoménal. Enfin, voilà, chaque saison, on se dit qu'il pourra pas faire mieux, et bah si, il trouve toujours un moyen de faire mieux quelque part, donc c'est hallucinant. Et les Wolves, moi j'avoue que je sais pas très bien quoi penser de cette équipe. Je la trouve vraiment moyenne, quoi. Le bilan est pas mauvais, hein, mais quand tu regardes les derniers matchs, j'ai vraiment une sensation bizarre, comme s'ils alternaient le bon et le très moyen. Ah, ils sont quand même mangé 140 points contre les Pels récemment. Alors oui, ils ont gagné le match en prolongation, mais enfin, quand même, c'est dur. Là, sur le match la nuit dernière face à Memphis, on a l'impression que l'attaque s'est complètement enrayée au retour des vestiaires. Il y avait plus rien, il y avait plus d'adresse, il y avait des balles perdues, il y avait une circulation de balles qui était compliquée. Julius Randle qui retombe un peu dans ses travers en essayant de forcer les choses.
C'est jamais, on sait très bien, toi et moi, que c'est jamais bon quand Julius Randle a trop de Eh, bien responsabilités. sûr, bien sûr. Franchement, très sincèrement, il fait une excellente saison. Ouais, mais non, mais oui, oui. Il fait une Oui, mais saison très solide, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a jamais été un problème de talent avec Julius Randle. C'est un problème de quand tu dois compter sur lui, c'est casse-gueule. ouais, c'est ça. Et en playoff, je continue et je maintiens que c'est pas le gars qui t'emmènera là où tu as envie d'aller. Point. Non, et puis c'est vrai qu'en fait, c'est les absences d'Anthony Edwards, elles sont trop pénalisantes. Je veux dire, ça fait Mm. quelques années qu'on le dit maintenant. L'attaque des Wolves, elle vit et elle meurt avec Anthony Edwards. Et bah, quand il est pas là, ça complique vraiment les choses. Et comme tu le dis, ça met trop de responsabilités sur les épaules de Randle. Bon, écoute, on va voir. En tout cas, c'est clair que c'est une belle affiche de la conférence Ouest. Comme tu l'as dit, il commence à y avoir un vrai historique entre ces deux équipes. Donc c'est sûr que c'est un match que je vais regarder probablement le lendemain matin avec beaucoup de plaisir. Ouais, j'espère que Anthony Edwards sera de retour pour cette rencontre. C'est toujours plus sympa quand il est là. Puis voilà, côté Minnesota, il y a aussi toutes les questions autour de ce problème de Mike Conley qui est en fin de parcours, très clairement, plus que jamais. Et puis tu as les Rod Dillingham et les Terrence Shannon Jr. qui sont pas encore prêts à. Enfin, c'est pas ça. Ça serait, pour l'instant, c'est pas des éléments qui comptent Ouais, dans la rotation, du moins pas qui comptent comme il l'avait espéré. c'est ça. Dillingham, c'est quand même, je sais plus, il était 8e choix de draft, je crois, de la draft 2024, c'est ça. C'était un pick qu'ils avaient récupéré des Spurs. Et ouais, ça prend pas cette histoire. Et je maintiens que aujourd'hui, Rudy Gobert, c'est ni Rudy Gobert ni Julius Randle sont des joueurs avec qui tu iras assez loin. Les Wolves ont dans leur effectif 2 pépites avec Jaden McDaniels et Anthony Edwards. Faut qu'on Pour se... le reste, voilà, de DiVincenzo si ça reste tant mieux, Nasrid si ça reste tant mieux. Très clairement, Nasrid c'est un très très bon élément. Est-ce que c'est un pivot titulaire dans cette ligue? Ça dépend aussi de comment tu gères Non, mais en ton plus, argent et tes finances du côté des Wolves. il est Mais aligné en termes d'âge avec McDaniels et Edwards en plus. oui, voilà. Par contre, je pense que l'argent alloué à Randle et à Rudy Gobert, et je l'ai déjà dit il y a pas très très longtemps dans un précédent épisode, Rudy Gobert, tu dois recouper le maximum de ce que tu peux maintenant. Ouais, C'est maintenant qu'il a encore un impact et où tu arrives potentiellement à convaincre une équipe de sacrifier quelque chose pour lui. Euh, le jour où Rudy Gobert fait une vraie chute de production, et déjà, tu vois, sur un de ses stats, c'est pas. ouais, on en est pas loin, je pense. Hein. C'est bien, mais bon, je pense qu'il faudrait pas trop tarder quand même, quoi. Très sincèrement. Très sincèrement. Et voilà. Mais voilà, Denver, franchement, cette équipe, pour l'instant, elle me fascine. Les ressources qu'elle a, ce qu'elle va chercher. Je sais pas jusqu'où je Bah, te il y a dis un... le match face à Orlando. Julian Strother va peut-être faire son comeback. Peyton Watson n'est pas là. Tim Hardaway Jr. n'est pas là. Donc ils Non, mais vont c'est être en fait, encore sur une rotation ultra réduite avec personne pour défendre. oui, mais c'est ça. Moi, C'est c'est pour ça chaud, que quoi. j'ai hâte de voir leur fin d'année. C'est que là, on est face à une équipe. C'est quasiment la meilleure attaque et la pire défense de la ligue, quoi. Hmm. Quasiment. Et, Il y a que les Wizards ouais. sur les derniers matchs qui font pire en termes de défense. C'est génial de voir ça, tu vois. Alors, bon, si j'étais fan des Nuggets, je suis pas sûr que je trouverais ça génial d'avoir autant Ah d'absents mais et si tout. si si, mais la victoire contre les Rockets, j'étais dans une hallucination totale. Je pensais qu'ils allaient se faire plier, Ouais, c'est très ça. sincèrement. Et c'est pour ça, tu vois, là, avec les matchs qui arrivent, là, 2 fois Orlando, Houston et tout, moi, j'ai vraiment hâte de voir s'ils sont capables, là, de faire une grosse fin décembre. Attention, hein, parce que vraiment, quand tout le monde sera au complet, cette équipe, quand tout le monde sera revenu, pardon, cette équipe, elle peut vraiment faire peur. Hein. Si elle reste en bonne santé, cette équipe, clairement, je maintiens. Pour moi, c'est la plus grosse menace pour le Thunder. Si tout le monde est en forme, Oui, du moins que c'est pas des joueurs majeurs. je suis d'accord, en attendant quand même de voir si les Knicks continuent à monter en puissance, parce que les Knicks, très récemment, c'est quand même très solide. Alors attends, t'es en train de me dire que les Knicks, potentiellement, c'est une plus grande menace que Denver pour OKC? Je dis, j'attends de voir comment ça va avancer dans la saison. Ok.
Là, moi, j'en suis pas là du tout. Moi, ils sont clairement dans un level plus bas, les Knicks. Moi, j'attends de Pour voir. moi, tu as le Thunder qui est au-dessus du lot. Il n'y a aucun débat là-dessus. T'as les Nuggets qui sont sur le potentiel, hein, en termes d'effectifs complets. Les Nuggets qui arrivent derrière. Ouais, mais moi, je me fais. Et après, tu as une valise New York, Houston. Alors, sur le Je papier, sais a pas, je sais priori, je pas suis qui c'est que je d'accord. mets encore derrière, mais Maintenant, dans un contexte de playoff où OKC s'est tapé toute la conférence Ouest et où les Knicks arrivent en face en finale, j'attends de voir quand même. Je pense vraiment que les Knicks peuvent. ouais, les Tu Knicks qui vois. arrivent en bonne santé, Charlie, avec Anunoby Oui, bah, d'accord, tous les ces Nuggets gens-là. qui arrivent en bonne santé avec Murray. Ah non, non, mais ça, je le sais. Ça, je le Ouais, sais. donc Même, tu vois, même c'est autre Gordon. époque, quoi. Gordon qui se fait le mollet toutes les 2 semaines. Clairement. Non, non, mais t'as tout à fait raison. C'est la plus grosse question et c'est aussi la force du Thunder aujourd'hui qu'il ne faudra jamais sous-estimer quand on arrivera au printemps. Ouais, C'est qu'aujourd'hui, le Thunder a une rotation hyper, injuste. hyper cool pour tous les joueurs confirmés. C'est ce qu'on avait dit l'autre jour. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais la dernière fois que j'avais regardé, il y a un seul joueur qui dépasse les 30 minutes par match, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Tous les autres, ils avaient moins d'une demi-heure dans les pattes, quoi. Ah ouais, non, non, mais je te dis, enfin, Mais c'est toujours ça, c'est 33 minutes par match pour Shai Gilgeous. Le deuxième, c'est Chet Holmgren avec 28-8. ouais. On verra si Donc, Jalen commence pas, si Jalen Williams monte pas un peu dans les semaines qui viennent, mais en l'état, ouais, c'est toujours ça. Et non, mais de toute façon, la rotation d'OKC, je te dis, c'est quasiment injuste, quoi. C'est fou, c'est fou. non, non, mais de toute façon, cette équipe-là, c'est clairement la plus grosse menace et aussi parce qu'ils auront une fraîcheur que peu d'équipes pourront se permettre. Là, les Nuggets, ils sont déjà en train de ronger le frein en essayant d'amortir l'absence de joueurs majeurs. Ça leur permet aussi, j'ai envie de dire, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est un grand danger si tout le monde se remet bien. Ça a permis à Spencer Jones de se faire les dents. Ça a permis à Peyton Watson de vraiment gagner en confiance, et ça, faut pas le sous-estimer. Pour peu que Julian Strother la chope quelques minutes et parvient aussi à se bâtir, et franchement, l'an dernier, il a été très bon dans le Game 6 face au Thunder, donc je me fais pas de soucis pour lui. Voilà, c'est dans le meilleur scénario, hein, c'est très sincèrement. Mais je pense que Denver est largement au-dessus est au-dessus du lot par rapport à Onyx, clairement. En termes d'effectifs purs. En termes de force de frappe, Oui, oui, non, mais pour moi, il y a même pas photo, quoi. en termes d'effectifs purs, oui, je l'entends. Par contre, dans le contexte des playoffs, Non, mais après une je suis pas conférence, objectif, tu hein. vois. Oui, bah non, ça c'est Ouais, sûr, mais. je suis clairement pas objectif. Mais tu vois, il y a un article là, qui est sorti, je sais plus quel site d'ailleurs, j'ai plus souvenir de ça. Je crois que c'était The Athletic ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, je crois. Qui explique que les Nuggets sont l'équipe la plus efficace au tir de toute la ligue. Tout tir confondu. Et c'est l'équipe la plus redoutable, notamment dans le mid-range. Et le fait que Jokic ne manque quasiment jamais aucun shoot dans le mid-range joue beaucoup dans l'équation. Mais Jamal Murray, il est aussi très très bon. Il est à quasiment 53%, je crois, Mais même de à 3 réussite au points, hein, tir. je crois que c'est une Ouais, des mais meilleures à équipes 3 de la points. ligue. C'est la deuxième meilleure équipe de la ligue et ils sont 14e en termes de volume, ce qui est mieux que l'an dernier où ils étaient avant-dernier ou un truc comme ça. Donc ils ont corrigé certains trucs. C'est aussi pour ça qu'ils ont une équipe historique. Mais pourquoi ils arrivent à générer des tirs de grande qualité? C'est parce qu'il y a Jokic. Et que c'est justement le problème que pose le Thunder, c'est baisser le niveau de qualité des tirs. Alors, le Thunder ce qui est marrant, c'est que le Thunder et Denver ne vont pas se rencontrer avant la fin de l'année. Il va falloir attendre, je crois, le mois de mars avant de. Attends, il y a un match contre Denver le 2 février, dans la nuit du 1er au 2 février. Ouais. Et après, je crois que tu as un match le 10 mars et le 11 avril. Ah non, le 28 février, voilà, le 28 février, le 10 mars et le 11 avril. Donc c'est l'avant-dernier match de la saison, le 11 avril. Donc on verra à quel niveau de santé ces deux franchises se trouveront, surtout les Nuggets, j'ai envie de dire. Mais très franchement, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir pour cette équipe, si, et seulement si, elle arrive en un seul morceau à peu près en playoff, quoi. Sans ça, si t'as Gordon qui manque qui est pas là, si t'as Jamal Murray qui est pas là, c'est mort. Eh C'est oui. mort.
C'est ça aussi le piège Thunder, c'est qu'il faut être à 100% de ses capacités. Ouais, minimum 100%, ouais. Minimum 100%. Yes. Charlie, merci beaucoup. Mais écoute, merci à toi, c'était un plaisir. Ouais. Et puis, je te souhaite de bonnes fêtes, Charlie. Ah oui, à toi aussi, et puis aux auditeurs aussi. Mais ouais, bonne fête de fin d'année à tous. Profitez bien de cette période. Reposez-vous pendant les fêtes, même si c'est pas toujours facile de faire ça. Voilà. Et puis, on se retrouve pour se souhaiter une bonne année. Je pense que oui, largement même. Il y aura un premier numéro le 29. La prochaine fois qu'on se parle, enfin pas toi d'ailleurs, tu seras pas là, Non. mais c'est le 29 décembre. Je crois que c'est ça. Et toi, tu seras là, le numéro d'après. Mardi 30 et vendredi mardi 30, voilà, c'est ça. Mardi 30 et le 2. Ouais, vendredi 2. Ouais. Voilà, là tu seras là pour. On pourra se faire la bise pour la bonne année. Absolument. Nickel. Je ramène le champagne. Non, je déconne. Allez, chers éditeurs, merci. En tout cas, merci pour cette année 2025. Très franchement, non, mais je fais trop tôt. Là, c'est Noël. Je dirais ça au Nouvel An. Qu'est-ce que je raconte? Je m'enflamme totalement, je suis fatigué. Charlie, au revoir. Bonne soirée. Bye bye. Salut. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et puis, voilà. Joyeux Noël. Et dans une semaine et demie. Ciao. Bye bye.